Si vous étiez pris au piège sur une plage déserte dont personne ne connaît l'existence, que feriez-vous? Il ne vous reste plus que quelques jours avant de mourir de soif et de faim. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la plage de la mort dans Solo. Cet homme est sur le point de se retrouver piégé dans la situation la plus terrifiante de sa vie. Alvaro rejoint ses amis dans l'océan. Et Nelo avoue ici qu'il n'est plus fait pour cette vie. L'homme plus âgé dit au surfeur que son temps sur l'île est presque terminé, et il suggère à Alvaro de profiter de ces magnifiques vagues pendant qu'il le peut encore. Ce soir-là, le surfeur traîne sur la plage avec un groupe de personnes, quand il entend son ami faire une déclaration surprenante. Ce dernier va quitter l'île pour aller s'installer au Canada avec sa nouvelle petite amie. Choqué, le groupe lui demande s'il est sérieux, mais l'homme avoue qu'il est devenu trop vieux pour cette vie, et qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui quand il sera sénile. Cette femme Yaisa n'en croit pas ses oreilles et elle propose au reste du groupe de porter un toast. C'est alors que l'ami porte son attention sur Alvaro et il remarque qu'il ne fait pas la fête du tout. Il lui demande s'il est heureux pour lui. Le surfeur se ressaisit et lève son verre pour féliciter l'homme qui va démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Le groupe fait un gros câlin à leur ami qui s'en va, tandis qu'Alvaro se tourne vers cette jeune femme. Il décide de quitter la fête et de s'isoler. Yaisa lui demande pourquoi il se sent si mal dans sa peau. Il tente d'esquiver le sujet, mais elle le pousse à expliquer ce qui ne va pas. C'est alors qu'il aperçoit son ex-petite amie Ona, qui se rend à la fête de la plage accompagnée de son nouveau mec. Et il est clair qu'il est toujours amoureux d'elle. Yaisa le console et elle insiste sur le fait qu'il n'est pas étrange d'éprouver ses sentiments, vu qu'il n'a pas su garder la fille pour lui. Mais d'un autre côté, il ne peut pas avoir le cœur de la jeune femme et la liberté en même temps. Yaisa se prend elle-même en exemple, et elle explique qu'elle est toujours prête à s'amuser et à vivre sa vie comme elle l'entend, même si elle sait que ça ne pourra pas durer éternellement. Quand il entend ça, Alvaro, complètement bourré, se lève et se dirige vers la fête. Il s'approche de son ex-copine et se colle à elle pour danser. Mais elle se retourne et elle n'est pas du tout contente de le voir. Elle lui demande d'aller cuver ailleurs alors que son nouveau petit ami le confronte. Alvaro le repousse avant de se prendre un bon coup de poing dans la figure et il se retrouve par terre. Il s'est ridiculisé devant tout le monde et ses amis n'ont pas d'autre choix que de l'emmener. Plus tard, Nelo s'approche de la voiture de l'homme et lui tend un sac de glace. Mais il ne dit pas un mot. Ils savent tous les deux qu'il a merdé. L'homme plus âgé s'assoit avec lui dans le véhicule et Alvaro lui demande à quoi il pense. Mais il ne sait pas encore qu'il va devoir se battre pour survivre aux 48 heures les plus douloureuses de sa vie. Ok, c'est déprimant. Ce que ce type vit, c'est la dure réalité du monde face à ses fantasmes. La seule chose constante, c'est que ce monde a changé. Et comme le préconise le taoïsme, tu peux essayer de lutter à contre-courant autant que tu veux et n'arriver à rien, ou tu peux aller dans le sens du courant et arriver quelque part. Il passe son temps à essayer d'empêcher la vie d'avancer, comme un fou qui essaierait d'arrêter le vent dans sa course. Et c'est ça qui le pousse à prendre de mauvaises décisions et à repousser toutes les personnes qui lui sont chères. S'il prenait du recul, et s'il examinait sa situation avec plus d'attention, il pourrait peut-être se défaire de son passé et se forger un avenir. Cela dit, s'il voulait vraiment récupérer son ex, il s'y est pris de la pire façon qui soit. S'il avait pu mettre en pratique des notions de sagesse que beaucoup suivent depuis des milliers d'années, il aurait pu gérer cette situation avec beaucoup plus de grâce et s'épargner beaucoup d'ennuis. L'ancienne école de samouraï Natori Ryu enseignait aux futurs samouraïs tout ce qu'ils devaient savoir pour devenir de bons samouraïs, y compris comment se comporter en société. Natori Ryu Isui Sensei savait que les samouraïs devaient être prêts à tout et qu'ils devaient garder le contrôle à tout moment pour ne pas se ridiculiser. C'est là que Isui Sensei a dit que les samouraïs ne devaient pas boire au point de perdre le contrôle. Il existe une multitude de cas où des personnes se sont enivrées et se sont retrouvées en pleine confusion dans des situations parfois importantes. C'était donc quelque chose que les samouraïs ne devaient pas faire. Cependant, même si l'alcool ne lui réussit pas, c'est exactement ce que fait Alvaro ici. Il boit, il s'apitoie sur son sort, il boit encore, et il prend de mauvaises décisions qui nuisent à ses chances de se remettre avec son ex. S'il avait réfléchi et s'il avait bu avec modération, il aurait pu réfléchir à une meilleure façon de proposer une danse à son ex. S'il s'était approché de face pour qu'elle puisse voir qui c'était, et s'il lui avait demandé si elle voulait danser, elle aurait d'emblée su ce qui se passe et elle aurait pu dire non si elle n'en avait pas envie. Avoir le choix de pouvoir dire non l'aurait peut-être incité à dire oui et à danser avec lui. L'autre avantage de ne pas boire à l'excès, c'est qu'il aurait pu se souvenir pleinement de ce moment-là et profiter des gens autour alors qu'un chapitre de sa vie se refermait. Nelo décide d'être honnête et il dit à son ami qu'il s'est comporté comme un parfait idiot. Et il souligne qu'il blesse son ex-petite amie par ses actions. Alvaro insiste pour qu'il arrête de lui faire la leçon sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais Nelo lui dit de se calmer et lui demande s'il est jaloux de sa nouvelle relation. Alvaro reste silencieux tandis que son vieil ami continue de se moquer de lui. Et il lui dit « Tu fais toujours ça ». À contre-cœur, le surfeur avoue qu'il est déçu qu'il ait renoncé à leur projet de tour du monde. Nelo lui demande s'il croit vraiment ce qu'il dit. Et il admet qu'il est profondément amoureux et qu'il doit suivre son cœur. Mais il révèle aussi qu'il y a une autre raison. Il va bientôt être père.
Choqué, Alvaro s'appuie sur le volant, incapable de croire qu'il s'agit de leur dernier moment ensemble. Nelo l'invite à venir vivre avec sa nouvelle famille au Canada, et il précise qu'il est sérieux avec le bébé, et que leur projet de surfer autour du monde n'était qu'un vœu pieux. Alvaro est furieux et il sort de la voiture en trombe, suivi par son ami. Le surfeur lui révèle alors qu'il avait réservé des billets d'avion et loué une maison privée en Indonésie pour 8 semaines, et ils étaient censés y aller ensemble. Nelo serre l'homme dans ses bras et il s'excuse de le laisser tomber. En plaisantant avec son ami, Alvaro lui reproche d'être tombé amoureux. Puis il lui offre les billets, et il souhaite à Nelo de bien profiter d'une lune de miel de 2 mois avec sa nouvelle petite amie, avant de retourner à sa voiture. Le vieil homme explique qu'il ne veut pas des billets, mais Alvaro démarre son véhicule et dit à son ami qu'ils se reverront un jour. Le lendemain matin, il se réveille au son de l'alarme de son téléphone. Il boit une gorgée d'eau et la recrache immédiatement. Il a la nausée à cause de tout ce qu'il a bu, et il décide de rouler pour se changer les idées. Il conduit le long de l'océan et écoute un message vocal de sa sœur qui lui dit qu'il devrait essayer de l'appeler de temps en temps. Et elle lui rappelle qu'il a même oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il est clair qu'elle est fâchée contre lui, et elle lui révèle qu'il manque à leurs parents, et que leur père s'est affaibli à cause des fortes chaleurs. Sa sœur arrête de le sermonner, et elle lui dit qu'il devrait les appeler au plus tôt. Alvaro prend une planche de surf et se dirige vers une plage secrète. Mais il réalise à ce moment-là que quelque chose est sur le point de mal tourner. Il marche au bord de la falaise, mais il perd pied tout à coup et se retrouve à glisser le long d'une dune vers un mur de rochers dangereux. Alvaro essaie de se retenir et il regarde sa planche de surf qui est un peu plus loin, alors que lui continue à glisser plus bas, emporté par le sable. L'homme est terrifié et il y a de grandes chances qu'il meure s'il tombe. Ok, ce type est un imbécile. Toute sa vie est en train de changer autour de lui et il est submergé par les émotions. Je comprends qu'il veuille prendre un peu de distance et se vider la tête, mais il aurait quand même dû être plus intelligent. Il a quitté la maison sans dire à personne qu'il partait ni où il irait. Et même si ça semble être un détail, il ne sait pas qu'il vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Quand vous quittez la maison et surtout quand vous vous rendez dans un endroit quelque peu dangereux, il est toujours prudent d'informer les personnes que vous laissez derrière vous, de l'endroit où vous vous rendez, de l'itinéraire que vous comptez emprunter, de l'heure à laquelle vous partez et de l'heure à laquelle vous comptez être de retour. Comme ça, si une situation d'urgence survient et même si votre téléphone ne fonctionne plus, ils pourront toujours vous secourir. S'il avait fait ça et qu'il n'était pas rentré chez lui à l'heure convenue, ses amis auraient pu prendre la route qu'il avait empruntée et le retrouver sans trop de problèmes. Comme il a oublié de faire cette simple petite chose, il y a peu d'espoir qu'il soit secouru. Ce qui signifie que quand les choses tourneront mal, il ne pourra compter que sur lui-même. En plus, il est parti avec seulement un téléphone portable et une planche de surf. Le surf est un sport qui est au minimum un peu dangereux. Il aurait donc pu emporter une trousse de secours basique juste au cas où, ainsi qu'une paracorde, un couteau, un kit pour allumer du feu et une bouteille d'eau. On ne sait jamais ce dont on peut avoir besoin dans la nature, parce que des choses inattendues s'y produisent constamment. Avec un minimum d'équipement, il aurait pu faire face plus facilement à ce qu'il attend. Mais dans l'état actuel des choses, quand il se retrouvera dans une situation de vie ou de mort, il devra faire au mieux avec ce qu'il a, parce qu'il n'aura pas le luxe d'avoir des outils dédiés pour le job. Comme il s'est éloigné sans emporter de provisions et sans dire à personne où il allait, le surfeur ne se doute pas qu'il s'apprête à vivre le pire moment de sa vie. Alvaro enfonce ses doigts dans le sable, mais ça ne suffit pas à le stabiliser, et l'homme glisse encore plus bas. C'est alors qu'il reçoit une notification sur son téléphone. Il tend la main pour l'attraper, mais il continue à glisser encore plus vers le bord de la falaise. Alvaro lutte pour rester en place, et il tente d'ouvrir son sac à dos tandis que le téléphone continue de vibrer. Tout à coup, il perd sa maigre prise et glisse jusqu'au bord de la falaise. Le surfeur parvient à s'accrocher pour rester en vie, alors que les vagues en contrebas s'écrasent violemment sur les rochers. Mais il est déjà clair qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse remonter. Il réfléchit rapidement, compte jusqu'à 10 encore et encore, tout en tenant compte des vagues qui viennent se briser contre les rochers. Puis il se détache de la falaise et se laisse tomber dans l'eau, mais il se blesse brutalement la hanche dans sa chute. Alvaro nage de toutes ses forces jusqu'à la surface et cherche un endroit sûr pour se reposer un moment. Il parvient à se hisser jusqu'à un gros rocher sur lequel il s'allonge en crachant l'eau qu'il a avalée. Mais il se rend vite compte que sa situation est devenue encore plus dangereuse. L'homme regarde sa main et il voit qu'elle a été horriblement abîmée. Et il prend un moment pour évaluer la situation avant d'essayer de se lever. Tout à coup, sa hanche se fléchit et l'homme s'écroule avec la face contre la roche. Et il s'évanouit. Dans un rêve, Alvaro se retrouve sur une plage où son ex-petite amie Ona le retrouve. Elle lui demande en plaisantant s'ils sont toujours ensemble. Elle se tourne vers lui et elle se plaint de la chaleur qu'il fait ici. Mais Ona se demande alors pourquoi elle a été amenée dans cet endroit. Et elle se souvient d'un dîner privé qu'ils ont eu dans les dunes. C'est le souvenir de jours plus heureux. Mais la femme explique ensuite qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Et le surfeur se réveille. Il s'assied pour mieux regarder ses blessures et se rend compte que sa main n'arrête pas de saigner. Il vérifie alors s'il est paralysé ou non.
Heureusement, il arrive à bouger ses orteils. Il n'est donc pas paralysé à partir de la taille. Il enlève son sac à dos pour vérifier le téléphone et découvre qu'il est cassé, et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dans son sac que ce livre. La situation est désespérée et Alvaro n'a pratiquement aucune chance de survivre à cette terrible chute. Ok, c'est terrifiant. Il était en train de marcher quand un faux pas l'a fait glisser le long de la dune de sable et l'a conduit tout droit vers une falaise. S'il n'avait pas réfléchi rapidement et s'il n'avait pas pris des mesures pour ralentir, la dernière chose qu'il aurait vue aurait été ce rocher. Cela dit, il n'a pas très bien géré la situation. Enfoncer les mains dans le sable comme ça ne va pas arranger les choses. Et sauter dans l'océan depuis cette hauteur avec ces rochers en contrebas, c'est s'exposer à des blessures. Si c'était moi à sa place, j'aurais fait tout ce que je peux pour éviter d'avoir à chronométrer les vagues comme lui, et à devoir espérer que tout se passera bien. J'aurais essayé de me ralentir en me tournant dos au sable, et j'aurais écarté les bras pour en attraper le plus possible. Mon sac à dos se serait également enfoncé dans le sable, ce qui nous aurait permis d'avoir une surface suffisante pour freiner la glissade. Après ça, il aurait suffi de creuser un chemin vers un endroit sûr à l'aide de notre nouvelle plateforme. Soit ça, soit rester sur place et utiliser le téléphone pour appeler à l'aide. Il en va de même pour le reste de la situation. Mais dans un scénario de vie ou de mort, il est préférable de ne pas bouger à moins d'avoir une raison évidente et immédiate de le faire. Plus vous changez de position, plus les sauveteurs auront du mal à vous retrouver. Cela dit, il y a toujours une chance que nous nous retrouvions à peu près dans la même position que lui ici. J'aurais donc bêtement cherché à descendre la falaise jusqu'à cette corniche plutôt que de sauter directement dans l'eau. Personnellement, j'aurais pas fait confiance aux vagues pour amortir ma chute. Je serais plutôt descendu sur la plage ici et j'aurais essayé de me frayer un chemin sans me blesser intentionnellement, comme ça aurait été le cas si j'étais tombé de la falaise. Bien sûr, si j'étais tombé quand même, j'aurais essayé d'effectuer un atterrissage correct en me posant sur la pointe des pieds et en pliant les genoux pour absorber l'impact de la chute. Il y aurait eu moins de risque de se blesser gravement. S'il avait pensé à faire ça au lieu de se laisser tomber dans les eaux rocheuses, il y a beaucoup plus de chances qu'il ne se serait pas cassé d'eau, et les blessures qu'il aurait subies auraient été beaucoup moins graves. Malheureusement, il n'a rien fait de tout ça, et maintenant qu'il est affaibli, son état va empirer. Alvaro crie à l'aide, mais c'est inutile. Personne n'est là pour l'entendre. Il enlève alors sa chemise pour panser la plaie ouverte de sa main. Il est coincé au milieu de l'océan sans aucun moyen de s'échapper. Épuisé, l'homme s'allonge et observe un avion dans le ciel qu'il survole. Mais il est bien trop loin pour pouvoir le voir. Il jette un nouveau coup d'œil à sa main et il s'évanouit sans se rendre compte que le reste de ses affaires est en train de tomber à l'eau. Alvaro se réveille un peu plus tard et il cherche un moyen de se sortir de là, espérant pouvoir rejoindre la terre ferme. L'homme est entouré de rochers ou d'eau, et il se rend compte que la meilleure chose à faire pour sa survie, c'est de lutter contre la douleur et d'essayer de nager. Il enfile son sac à dos et déplace péniblement son corps brisé dans l'océan, tout en veillant à ne pas se blesser à la hanche. Alvaro se laisse glisser le long du rocher et s'efforce de nager dans l'eau alors que ses blessures lui permettent à peine de garder la tête hors de l'eau. Perdu en pleine mer, il patauge difficilement dans l'eau et cherche une plage le long de la côte, quand tout à coup, il commence à ressentir des crampes dans l'abdomen. Il est victime d'une hémorragie interne due à la fracture de son bassin. Il s'enfonce dans l'eau et lutte pour sa vie, essayant de rester à flot. Pris au piège et littéralement à l'agonie, il alterne entre remonter à la surface et couler sous l'eau, jusqu'à ce qu'il abandonne complètement. Épuisé, l'homme se laisse aller dans les profondeurs de l'océan, et il fait une expérience de mort imminente. Il est de retour sur la plage avec son ex-petite amie. Il lui décrit sa situation et s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé. Ona lui fait remarquer qu'il n'est pas honnête avec ses sentiments, et elle énumère toutes les choses qu'il aurait dû dire. Elle est en fait la manifestation de sa culpabilité face à la manière dont il a traité tout le monde dans sa vie, en particulier elle, et elle insiste sur le fait qu'il doit aller de l'avant. C'est alors qu'il reprend connaissance sous l'eau et qu'il remonte à la surface en nageant de toutes ses forces. Alvaro commence à vivre une expérience extracorporelle alors qu'il remonte à la surface, et il s'imagine en train de regarder Ona s'avancer dans les vagues. Il aperçoit alors son vrai corps qui est en train de ramper sur la plage. Il tente de poursuivre son ex-petite amie, mais sa blessure l'en empêche, et il s'effondre sur le sol. Alvaro se réveille tout à coup. Il a réussi à s'échouer sur le rivage et il a pu dessiner le mot SOS dans le sable. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça fait déjà 24 heures qu'il est tombé de la falaise et il a passé une journée entière ici, dans une situation qui se dégrade d'heure en heure. C'est alors que l'homme aperçoit un objet remonté par la marée et il réalise qu'il s'agit de sa planche de surf. L'homme rampe lentement jusqu'à l'objet parce qu'il sait qu'il peut lui être utile. Mais la marée est en train de remonter. Il n'a que quelques secondes avant que sa planche de surf ne lui soit enlevée et il se dirige vers elle aussi vite que possible. Mais il est trop tard. La force des vagues projette Alvaro tout droit vers une paroi rocheuse escarpée et il s'évanouit encore une fois. Ok, il aurait vraiment dû faire plus attention à son téléphone et à son livre et les mettre dans le sac juste après avoir vérifié leur état. Dans une situation comme celle-ci, tout est une ressource.
Peut-être qu'il n'aurait pas pu consulter ses emails avec son téléphone, mais l'écran est toujours réfléchissant, ce qui signifie qu'il aurait pu s'en servir comme d'un miroir de signalisation improvisé pour appeler à l'aide. Certes, c'est pas aussi efficace qu'un vrai miroir pour signaler sa présence, et il y a toujours un risque que les gens ne le voient pas. Mais autant essayer quand il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. En outre, il aurait probablement dû se reposer pendant un jour ou deux à l'endroit où il s'était échoué, afin d'être en meilleure forme pour nager ensuite dans la mer. Et il aurait donné au sauveteur une meilleure chance de le trouver que s'il était resté sur place à utiliser son téléphone pour faire des signes à tout ce qui bouge et appeler à l'aide. Si c'était moi à sa place, j'aurais utilisé ma chemise pour bander ma hanche cassée plutôt que ma main. J'aurais essayé de maintenir mes hanches ensemble pour que, quand j'essaierais de nager, mes jambes ne se mettent pas à flotter dans le courant, ce qui aurait aggravé ma blessure en plus. Même si la main était gravement blessée, cette chemise ne lui permettait pas de nager avec ses mains. J'aurais aussi essayé de gonfler mon sac à dos avec de l'air avant de me jeter à l'eau. De cette façon, je disposerai d'un dispositif de flottaison improvisé. Ça ne fonctionnera peut-être pas si le sac à dos n'est pas étanche, mais comme ce livre était sec, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il le soit. Tant qu'il n'y a pas de trou dans le sac, tout va bien. Ensuite, avec mes hanches attachées et mon sac à dos flotteur, j'aurais attendu que la marée soit basse avant de m'échapper. Parce que nager dans des vagues pareilles, c'est quasi impossible, même si on n'était pas blessé. Autre chose, quand il est arrivé à la plage, la dernière chose qu'il aurait dû faire, c'est d'essayer de rattraper sa planche de surf avec ses hanches cassées. Même si c'est tentant, il y avait peu d'espoir qu'il atteigne la planche à temps pour la récupérer. Et à ce moment-là, tu aurais traîné ton corps tout le long du chemin et gaspillé toute cette énergie pour rien. Et tu te serais mis dans la pire des postures sans aucun bénéfice. Tard, Alvaro se réveille alors que les vagues l'entraînent vers l'océan. Il se débat pour sortir de l'eau, mais il est emporté par les vagues jusqu'à ce qu'il se retrouve près de ce rocher. Alvaro essaie d'y accrocher son sac à dos et il le voit glisser plusieurs fois jusqu'à ce qu'il parvienne à avoir une prise. Il remarque alors un hélicoptère qui passe au loin. Alvaro crie à l'aide, mais il est trop tard, et l'appareil s'envole au loin sans aucun signe de retour. L'homme s'évanouit alors. Il se réveille et trouve une mouette en train de mordre sa main blessée. Il fait signe à l'oiseau de s'éloigner de lui. Il tente de dégager son sac à dos du rocher, mais la sangle se déchire et il tombe au sol, se blessant davantage. L'homme se met à ramper et il repère une canette de soda. Mais quand il vérifie à quel point elle est remplie, il découvre qu'il n'y a que de l'eau de mer à l'intérieur. Déçu, il continue à ramper vers l'intérieur des terres, mais il se rend compte qu'un hameçon est resté coincé dans son bras. Il parvient à le retirer, mais c'en est trop pour lui. Et il s'évanouit sous l'effet de la douleur, une fois encore. Cette nuit-là, Alvaro se réveille et il se repose contre un rocher tout en prenant le temps d'admirer le ciel. Il sait que ses chances d'être secouru sont de plus en plus minces et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Agissant rapidement, il rassemble son matériel en vitesse, une bouteille d'eau, une planche et un gobelet, seuls éléments utiles à sa survie. Il se traîne sur la plage, s'arrête à côté d'un rocher massif et il s'assoit en s'y adossant. Il creuse dans le sable et découvre ce filet complètement enfoui. Et avec son gobelet, il creuse le sable pour former un trou. Il prend un morceau de papier aluminium et le place dans le trou qu'il vient de creuser. Le surfeur n'a pas d'eau douce. Il urine alors dans son collecteur d'eau pour espérer boire son urine. Mais il découvre qu'elle est pleine de sang, ce qui la rend imbuvable. Plus tard, Alvaro s'assoit dans les vagues et presse sa main dans l'eau de mer pour désinfecter la coupure. Et il hurle de douleur. Il couvre ensuite sa main blessée de sable pour arrêter le saignement, avant de se remettre à l'abri. Il se sert du filet et du papier aluminium pour couvrir ses blessures et pour se réchauffer. Tout à coup, il entend le tonnerre au loin et il aperçoit une violente tempête qui se dirige droit vers lui. Il se force à se lever parce qu'il sait qu'il va bientôt pleuvoir et que c'est peut-être sa seule chance de trouver de l'eau pure. Il place sa feuille d'aluminium à l'intérieur du trou et installe son gobelet dans un rocher pour récolter de l'eau. Il arrive à récupérer quelques gouttes de pluie et il boit sa première gorgée d'eau fraîche depuis plus de 24 heures. Il crie encore à l'aide, mais personne ne répond. Il est clair qu'il n'y a personne à proximité pour le secourir et l'homme perd doucement espoir. N'ayant rien d'autre à faire, il s'enroule dans sa couverture de fortune, terrifié à l'idée de mourir, mais déterminé à survivre à tout prix. Ok, ça sent mauvais. Sa situation se dégrade rapidement, et s'il reçoit encore d'autres coups à la tête, il risque de ne plus avoir les idées assez claires pour se maintenir en vie. Alvaro avait besoin de se rendre dans un endroit où il pouvait s'évanouir en toute sécurité. Genre, sans se noyer, quoi. Et cet oiseau ne l'a pas du tout aidé non plus. Il devait rester concentré pour résoudre ses problèmes au lieu de se concentrer sur le fait qu'il ne voulait pas mourir. Dans une telle situation, il est naturel de s'inquiéter de la mort. Mais si cette pensée ne vous sert pas ici, alors elle n'est pas la bienvenue. Ce concept est issu d'une tradition ancienne et a été modernisé par Jeremy Weber. Il s'agit d'une technique puissante dont Anthony Métivier parle dans l'un de ses TED Talks. Le plus intéressant, c'est que la méthode de base est super rapide et facile, et elle ne nécessite aucune formation particulière. Vous pouvez l'utiliser instantanément une fois que vous la connaissez. Il vous suffit de vous poser les deux questions suivantes. Mes pensées sont-elles utiles ? Et comment se comportent-elles ?
Ces questions vous aideront à vous débarrasser des pensées perturbatrices et à reconnaître les pensées les plus productives en situation. Bien que cette méthode puisse paraître trop simple et trop facile, c'est celle qu'Anthony a utilisée pour combattre sa dépression. Et elle est soutenue dans les deux cas par des milliers d'années de sagesse. Cela dit, il y a des choses utiles qu'il aurait pu faire pendant qu'il était coincé ici. Par exemple, il aurait pu essayer d'attraper et de tuer la mouette, ce qui lui aurait permis d'avoir un casse-croûte. Puisque nous parlons de bons repas, s'il avait gardé cet hameçon, il aurait pu se fabriquer une canne à pêche improvisée et disposer d'une autre source de nourriture. Il aurait même pu utiliser les parties les moins comestibles de la mouette comme appât. Cela étant dit, il a fait un bon travail de récupération et de conservation des ressources pour l'instant. Dans une telle situation, vous devez toujours vous efforcer d'améliorer votre position générale afin de sortir de la spirale descendante. Il est plus important d'améliorer sa sécurité dans l'immédiat, parce qu'on ne peut pas s'échapper si on néglige ses besoins fondamentaux et qu'on finit par en mourir. Le lendemain, Alvaro se repose de l'autre côté du rocher, la main agrippée à une planche à clous. Il remarque un oiseau qui s'approche pour manger sa chair. Il essaie de balancer la planche sur lui, mais le rate. Et il maudit la mouette d'avoir essayé de le bouffer vivant. Ça fait 48 heures qu'il n'a pas mangé et le jeune homme est affamé. C'est alors qu'il entend son téléphone sonner et il regarde autour de lui en se demandant de qui et d'où ça pourrait venir. Tout à coup, il se rend compte que la sonnerie vient de sous le sable. Il rampe sur la plage et creuse dans le sol alors que la sonnerie devient de plus en plus forte. Il découvre son téléphone sous le sable, il le sort et il répond à un appel vidéo de ses parents. Il leur dit qu'il a eu un accident et qu'il a désespérément besoin d'aide. Et il leur explique qu'il ne peut pas marcher à cause de sa hanche cassée. Mais pour une raison que je ne comprends pas, ses parents ignorent complètement ce qu'il raconte. Et ils disent au jeune homme qu'il doit les appeler avant d'arriver à Madrid. Et ils lui promettent qu'ils ont une surprise pour lui. Quand il entend ça, il sourit. Il dit à ses parents qu'il les aime. Et avoue qu'il n'a jamais été capable de le leur dire, même après tout ce temps. Sa sœur aînée se joint à l'appel vidéo et Alvaro lui demande si elle est fière qu'ils s'entendent enfin avec leurs parents. Et qu'ils aient une vraie conversation pour la première fois depuis des années. C'est alors que le jeune homme fond en larmes, réalisant que ce qu'il voit sur son téléphone est une hallucination et qu'il va mourir s'il reste sur cette plage, soit de faim, soit de déshydratation. Il raconte à ses parents qu'il a essayé de boire sa propre urine, mais qu'il a découvert qu'elle était pleine de sang. Il est horrifié de l'admettre, mais à ce stade, Alvaro ne peut rien faire pour s'échapper ou même survivre. En quête de réconfort, il rampe jusqu'à sa planche de surf et remarque que le dessin sur la surface est celui d'un crâne. Il rigole, amusé par l'ironie de la situation. Mais c'est alors qu'il commence à avoir de nouvelles hallucinations. Il se lève et voit ses amis qui l'appellent pour surfer. L'homme court joyeusement vers l'océan et il se met à nager avec tous les autres surfeurs. C'est un moment magnifique, mais Alvaro sait qu'il n'est pas réel. Et même s'il est coincé sur cette plage sans pouvoir en sortir, l'homme se fait la promesse qu'il ne va pas mourir. Ok, son état mental se détériore rapidement, et s'il ne se reprend pas en main, il va mourir ici en hallucinant sur la vie qu'il n'aura jamais réussi à terminer. La déshydratation et ses blessures lui montent complètement à la tête, et s'il n'arrive pas à rester lucide, il n'ira pas loin. Heureusement pour lui, il existe une pratique simple qui pourrait lui permettre de voir au-delà des hallucinations, de les reconnaître plus rapidement et de rester concentré sur son objectif. Le plus beau, c'est qu'une fois qu'on sait comment s'y prendre, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Et ça peut donner à n'importe qui la concentration et le calme nécessaires pour traverser n'importe quelle situation. Tout ce qu'il doit faire, c'est s'ancrer dans sa respiration. S'il parvient à se concentrer sur sa respiration et que son esprit se met à vagabonder, il peut ramener son attention sur sa respiration sans réfléchir. Même si ça peut sembler non pertinent, cette technique, connue sous le nom de méditation de pleine conscience, est utilisée depuis des milliers d'années par les moines bouddhistes qui s'entraînent à atteindre l'illumination spirituelle. En plus, des centaines d'études ont montré au fil des ans à quel point cette pratique peut être transformatrice. Et certaines ont même démontré son potentiel pour les personnes souffrant de schizophrénie. Bien qu'elle ne les empêche pas d'avoir des hallucinations, la méditation les aide à reconnaître quand elles sont en train de délirer et à rester calmes en attendant que l'épisode passe. S'il avait pu réfléchir plus clairement, il aurait pu penser à utiliser son collier ou ce filet pour s'attacher à la planche de surf, afin de ne pas tomber s'il perdait connaissance. En faisant ces deux choses-là, il aurait été beaucoup plus en sécurité quand il essayait de s'échapper à la nage dans l'océan. Et il n'aurait pas eu à s'inquiéter de perdre sa concentration ou de ne pas pouvoir se déplacer rapidement. Il aurait pu surmonter sa douleur, ignorer ses hallucinations et ne pas se laisser ébranler. Une grande partie de la survie dépend de l'état d'esprit et de la gestion des émotions. Avec un mauvais état d'esprit, vous pouvez avoir une issue très claire pour vous en sortir, mais ne pas l'avoir. Ou vous pouvez avoir une opportunité qui ne se présente que pendant une fraction de seconde et la manquer parce que vous étiez trop occupé à vous apitoyer sur votre sort. Alvaro entend le cri des mouettes à proximité et il remarque que plusieurs d'entre elles sont arrivées sur la plage. Il parle aux oiseaux et leur dit de s'en aller, avant qu'ils ne le dévorent vivant. La situation est désespérée et il y a peu de chances que les choses changent.
Mais quand l'homme regarde vers l'océan, il aperçoit tout à coup la forme d'un bateau au loin. Poussé par un nouvel espoir, Alvaro saisit sa planche et se traîne jusqu'à la mer. Il atteint l'eau et réussit à rejoindre la pleine mer. L'homme nage dans l'océan pour la première fois depuis son accident. Mais il y a un problème. Il cherche le bateau des yeux, mais il se rend compte qu'il n'y a jamais rien eu ici, ni personne à l'horizon. N'ayant plus de force ni aucun espoir, il lâche la planche et s'enfonce sous la surface de l'eau. L'homme recommence à avoir des hallucinations d'un dîner entre Ona et lui. Mais alors que son cerveau commence à s'éteindre lentement, un plongeur saute dans l'eau. Les services de secours l'ont finalement localisé. L'homme est tiré hors de l'eau et il est ramené à la civilisation par hélicoptère. Quelques jours plus tard, il s'entretient avec son ami Nelo à l'hôpital. Et Alvaro lui avoue qu'il était jaloux de la nouvelle relation de son ami et a agi sous le coup de ses émotions tout au long de sa vie. Il félicite Nelo et espère que son enfant grandira et deviendra comme lui. Mais il avoue qu'il serait incapable de vivre la même vie. L'homme se sent également coupable de ne pas avoir serré son père dans ses bras pendant des années, tout ça à cause de son arrogance. Et maintenant qu'il est de plus en plus malade, Alvaro ne peut rien faire pour l'aider. Il est clair pour Nelo que son ami a changé, et c'est alors que le surfeur aborde le sujet d'Ona. Il sait que quoi qu'il arrive, ils ne seront plus jamais ensemble. L'homme admet enfin qu'il n'a jamais été vraiment amoureux, et qu'il voyait la fille comme celle qui allait régler tous ses problèmes. Mais maintenant que les sentiments se sont estompés, il doit la laisser partir. Cette expérience lui a permis de prendre du recul et lui a enseigné une leçon importante sur la vie. Si vous n'avez pas les moyens de suivre une thérapie pour soigner vos maux, côtoyer la mort de près sur une plage est le moyen le plus rapide d'y parvenir. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous fait pour battre Solo? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!